d'accès à l'égalité d'emploi, c'est-à-dire les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et deux catégories que peut-être vous n'aimez pas entendre, mais qu'on utilise comme ça parce que c'est pas nous qui l'avons choisi, les minorités visibles et les minorités ethniques. Et donc, ce programme-là, ça a pris du temps avant qu'il se mette en place parce que des années que la Ville voulait permettre d'avoir des stages rémunérés chez nous parce qu'on avait besoin. Et finalement, le programme s'est mis en place en 2006, à chaque année renouvelé. Grosso modo, c'est 50 à 50, entre 50 et 60 stagiaires qu'on a, ça dépend. Ça fonctionne comment? La Ville négocie toujours avec Emploi Québec pour avoir un enveloppe budgétaire. À partir de l'enveloppe budgétaire qu'on a, on voit que, mettons, on a 55 postes. Quand ça c'est fait, le service du capital humain qui coordonne ce programme-là envoie de la demande dans tous les services municipaux et dans les arrondissements pour savoir quelles sont les directions, les services concernés qui veulent prendre des stagiaires dans le cadre de ce programme. Là, à partir de ce moment-là, quand ça reçoit les gens, répondent les offres, il faut identifier quel poste on veut prendre. La nature du poste, un taux descriptif. Et qui va encadrer? Parce que ces stages-là, il faut qu'il y ait un parrain ou marraine qui encadre la personne. L'objectif, évidemment, c'est de donner une première expérience de travail à la Ville de Montréal dans le domaine de compétences de la personne. Il ne faut pas que la personne ait jamais travaillé à la Ville. Il faut que la personne soit admissible à la subvention salariale d'Emploi Québec. Ça, c'est une condition sine qua non, plus qu'une partie du financement vient d'Emploi Québec. Les stages, habituellement, sont diffusés sur le site Internet de la Ville en juin, donc ça va commencer, jusqu'en juillet, à peu près un mois, pour postuler. Les personnes qui sont intéressées doivent regarder si elles ont le profil et les compétences en lien avec la description du poste. Si oui, ils envoient leur demande et ils valident aussi leur admissibilité avec Emploi Québec. Après ça, en fonction du nombre de candidatures qu'on reçoit, les gens de ressources humaines et services concernés font une première, je dirais, présélection. Ils réfèrent un certain nombre de candidats aux directions concernées. Par exemple, nous, on a demandé d'avoir 2 stages. Moi, parce que la direction de la diversité sociale, j'ai demandé d'avoir un stage, parce que je vais le faire avec juste une personne. Et donc, les entrevues après ça se font en juillet, mi-août, et la personne qui est choisie est contactée par le service de ressources humaines de la direction concernée. Et il commence son stage au début de septembre jusqu'en mars. Et jusqu'à date, ce qu'on constate, c'est que c'est un bon programme parce que beaucoup de gens qui ont passé dans ces stages sont demeurés à la Ville. Par exemple, chez nous, on a plusieurs personnes qu'on a réussi à conserver à la Ville depuis ce temps-là. Notamment, on a un monsieur sénégalais qui a commencé chez nous en 2006, qui travaille toujours au sein de la direction. On a un monsieur qui vient d'Algérie, qui est chez nous depuis 3 ans. On a une autre personne d'origine arménienne qui est chez nous aussi, qui travaille sur le on a réussi à retenir plusieurs personnes. Et bien sûr, comme j'ai dit, ce n'est pas destiné aux nouveaux arrivants, mais comme souvent les nouveaux arrivants qu'on doit scolariser, qui n'ont jamais travaillé à la Ville, c'est une porte d'entrée pour eux extraordinaire. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est augmenter le nombre de stagiaires, le faire augmenter de 50 à 100, 150, 200. Pour faire ça, ça prend plus de financement d'Emploi Québec et ça prend plus de financement de la Ville. Comme on dit souvent, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas financer tous ces postes. Mais ce qu'on voudrait, c'est augmenter le nombre de stagiaires. Ça ne veut pas dire que les gens peuvent rester à la Ville, mais cette expérience-là est transférable ailleurs, et ça leur donne un bon tremplin pour trouver un emploi ou les mettre dans des réseaux. Parce que le un des clés de l'emploi, c'est le réseautage. Parce que souvent, au Québec, c'est pas juste ce que tu sais faire, les compétences que tu as, c'est qui tu connais. Et si tu peux avoir accès à des informations privilégiées ou à un poste que tu peux te faire valoir, tu as des chances d'avoir accès à un emploi. Parce qu'à Montréal, pas seulement à Montréal, au Québec, il y a le marché caché, c'est très important. Il y a le marché qui est ouvert, qu'on peut voir dans les journaux, qu'on peut voir sur Internet, il y a le marché caché. Et ça, c'est plus difficile à percer. Et les gens qui font des stages à la Ville, qui sont mis dans les réseaux, ils vont dans des comités de partenaires, ils ont la chance de se faire voir, ils ont la chance de montrer ce qu'ils font. Et souvent, ça va être de tremplin pour un autre employeur. Et ça, c'est incommensurable comme c'est extraordinaire comme réseautage. L'autre chose, c'est assurer le suivi de la continuité du projet SILA. Ça, c'est le projet soutien, intégration, liaison, accompagnement. Un projet pilote qu'on a mis en place. On a parlé tantôt un peu, c'est la question du décloisonnement. On l'a mis en place
l'accès au service public, la connaissance des ressources du milieu. Et donc, on a fait un appel d'offres et on a passé par l'étape de concertation locale de trois quartiers, Montréal-Nord, RDP, Saint-Michel. Et c'est l'étape de conservation locale qui a choisi l'organisme qui allait former ces personnes-là. Les personnes ont été formées, ont eu de la formation chez nous à la ville, au ministère de l'Immigration, en différents milieux, pour pouvoir prendre en compte les besoins des familles qui arrivaient, au lieu de chacun travailler de façon séparée de voisins. Et c'est un projet qui est intéressant. Le projet a été évalué et il va se continuer encore pendant un certain temps. Et je pense qu'après ça, on va devoir mettre fin, pas nous à la ville, mais évidemment, c'est toujours la question avec le ministère, c'est toujours le financement, ce financement-là vient du BIC. Et comme le ministère est en train de redéfinir son positionnement, sa façon de travailler, je pense que malheureusement, ce projet-là que nous, on aurait voulu extensionner à tous les arrondissements de la ville, on ne pourra pas le faire. Mais c'est un exemple de projet intéressant, je trouve, l'initiative de l'État. L'autre chose, la lutte contre la discrimination et le racisme, il ne faut pas se cacher, ça existe. Nous, on soutient la programmation du mois d'Histoire des Noirs, de la semaine d'action contre le racisme. On est partenaire de cette semaine-là depuis l'an 2000. Et à l'interne, on fait souvent une activité de formation pour les employés. On essaie de faire ça de manière interactive avec, on utilise un véhicule culturel, soit le théâtre barbecue, le théâtre lexicographie, à travers lequel on fait sortir les préjugés, des stéréotypes, pour secouer un peu les gens et les faire réagir. On participe à la Coalition canadienne contre le racisme. On a adhéré à ça en 2006. Puis bien sûr, on fait la promotion des valeurs égalité homme-femme, comme j'ai dit tantôt, on a une politique là-dessus, puis on insiste beaucoup maintenant dans les projets avec nos partenaires d'introduire l'analyse différenciée par sexe. Soutenir le développement des relations interculturelles. Bien, on a des exemples d'action comme développer des outils de formation, de sensibilisation aux relations interculturelles pour les gestionnaires des intervenants de première ligne. Alors, on donne des formations sur l'accompagnement raisonnable parce qu'on a une clientèle diversifiée. Et c'est toujours, on a des nouveaux employés ou des gens qui n'ont pas encore été formés à la question de l'accompagnement raisonnable, donc on a des formations là-dessus. On a des formations pour les gestionnaires sur mobiliser les équipes diversifiées. On a des formations pendant la communication interculturelle aussi. Alors, on travaille avec des formatrices spécialistes dans le domaine. On passe des candidats avec eux, on fait des appels d'offres. On passe par le capital humain, on monte les groupes, on lit les salles, on donne des formations. Actuellement, c'est des formations de petits groupes d'employés, 15 à 20 employés. Le but, c'est que les gens soient mieux outillés et soient plus conscients de la question de la diversité aussi, tant dans les aspects de la communication que dans les aspects de gestion. On fait aussi la promotion de la diversité par des programmes de soutien à la diversité des expressions culturelles et des initiatives communautaires. Je pourrais parler un peu plus en détail des programmes tantôt. Puis on gère l'octroi ou le prix interculturel de Montréal et du Monchic, qui est un programme qui est un nouveau prix qui est institué en 2008 suite à une recommandation du Conseil interculturel de Montréal. La première année, on a donné un prix catégorie individu. En 2009, en 2010, on a remis deux prix, un catégorie individu, l'autre catégorie organisme ou entreprise. Et cette année, on va séparer ça en trois prix, un individu, un organisme et un entreprise. C'est par rapport à l'avancement de la relation interculturelle et la question de la gestion de la diversité. Alors, on va en faire un appel d'offres, probablement à la fin de l'été, début d'automne, puis le prix devrait être remis au mois de novembre. Et quand on dit un prix, c'est pour souligner l'accomplissement de la réalisation de l'acceptation de ces organismes ou de ces entreprises. Le prix, il n'y a pas de bourse qui est destinée à ça, mais il y a quand même des choses importantes. D'abord, il y a une reconnaissance avec un certificat aux employés de la vie signé par le maire, mais aussi une œuvre d'art qu'on remet à vos disciplinaires. Et on espère avec ça que ça permet de reconnaître les organismes, les entreprises, les instituts qui doivent travailler depuis des années à faire avancer le dossier de la relation interculturelle. Il y a beaucoup de prix qui se donnent, mais ce prix-là n'existait pas, puis le cible de recommander la législation municipale avant la cité pour nous, on allait de l'avant avec ça, donc c'est pas donné chez Richie. Maintenant, contribuer au développement de la maturité de la persévérance scolaire, bien sûr, chez nous, on siège aussi sur le réseau ici de Montréal, même si l'éducation, ce n'est pas du domaine de la compétence municipale, on se préoccupe beaucoup quand même de la question de la persévérance scolaire. Vous savez qu'il y a un haut taux de décrochage scolaire, particulièrement chez les jeunes garçons. Et donc, on veut encourager la persévérance scolaire. On soutient aussi les vraies lectures et l'écriture dans les bibliothèques.
Favoriser la participation des jeunes dans la vie culturelle, sociale, économique, politique. J'en ai parlé tantôt, développer une stratégie municipale jeunesse, assurer sa promotion, sa coordination, sa mise en œuvre, son évaluation. On est tout en train de faire le bilan jeunesse et développer une nouvelle stratégie. Et puis on a un programme qui s'appelle le programme d'intervention au milieu pour les jeunes de 12-30 ans. Il y a une enveloppe budgétaire. Il y a une partie de l'argent qui est envoyée en arrondissement. Favoriser l'intégration socio-professionnelle des jeunes. On a plusieurs exemples. Je voudrais surtout parler un peu du programme de valorisation jeunesse place à la relève. C'est un programme aussi qui est financé à travers une entente ville MIC. Je crois que ça va être la 4e année. C'est pour des jeunes de 16-18 ans en fin de parcours d'études secondaires, principalement issus des quartiers défavorisés et des jeunes des minorités voisines. C'est pour un emploi d'été. Donc, on travaille beaucoup avec les partenaires, avec les écoles. Donc, cette année, ça va être la 4e année. C'est 600 jeunes qui sont ciblés par ce programme-là, qui ont une chance d'avoir un emploi pendant l'été de 6 à 8 semaines, un emploi qualifiant. Et je pense que ça, c'est un bon exemple de réussite aussi. Soutenir la réalisation des camps pédagogiques. On a des camps pédagogiques avec beaucoup de partenaires aussi pour les jeunes des milieux défavorisés. Bon, le dernier exemple, c'est beaucoup axé sur la priorité de renforcer la cohérence et la complémentarité des interventions sur l'administration municipale en matière de développement. Bon, on a plusieurs initiatives, dont l'Alliance montréalaise de solidarité. On a aligné des priorités avec celles du département interne de la démarche montréalaise. J'en ai parlé tantôt, c'est toute la démarche montréalaise de lutte à la pauvreté qui devrait culminer avec un plan d'action éventuellement. On a des tables en communication et concertation de développement social. Donc, dans les arrondissements, comme je dis, il y a beaucoup de tables. Nous, on a des chefs de division qui siègent. On a un chef de division de la direction qui siège de ces tables-là. Il y a aussi une table de directeur de la culture, sport, loisirs et développement social sur laquelle siège le directeur. Donc, quand ces tables-là se réunissent, on discute beaucoup des enjeux par rapport aux problématiques qui sont issues de ces milieux-là. On a un forum aussi qui s'appelle le Forum des intervenants municipaux en développement social, dans lequel là, on croise beaucoup l'aspect développement social et la relation interculturelle. Puis on collabore dans le développement de Montréal. Il y a un grand plan de développement de Montréal avec toute la question des infrastructures, de l'aménagement du territoire. À travers ça, même s'il y a beaucoup d'infrastructures, on veut rentrer l'humain là-dedans. Quelqu'un a enlevé l'humain tantôt. Donc l'humain, c'est important. Le béton, les infrastructures, c'est important, mais encore plus important, les humains qui vivent dans la ville, qu'est-ce qu'on fait avec eux. Quand on fait du développement, il faut tenir compte des clients. Soutenir la mobilisation régionale et locale, j'en ai parlé un peu, donc on soutient, on parle de l'initiative montréalaise de soutien au développement social, le cadre de quartier, j'en ai parlé, le financement va être augmenté. L'approche territoriale intégrée, j'en ai parlé aussi, assurer la diffusion des connaissances, des bonnes pratiques, c'est important que la ville soit alimentée aussi par les partenaires du milieu sur les meilleures pratiques pour que nous, on puisse prendre connaissance et les bonifier. Développer aussi des alliances avec les milieux universitaires pour diverses études d'analyse sur les enjeux socio-urbains. Souvent aussi la réflexion sur des choses plus complexes. On a besoin d'être alimenté là-dessus sur les chercheurs. On a besoin d'avoir des regards critiques. Actuellement, on fait une grande réflexion sur la question des lieux de culte à Montréal. Le Conseil interculturel de Montréal a soumis un avis sur les lieux de culte, je crois que c'était en 2009, pardon. Il y a un comité de travail qui a été mis en place, constitué d'urbanistes et de gens du développement social de la société culturelle pour réfléchir sur la question des lieux de culte. Et je crois aussi que les milieux universitaires, ça questionne beaucoup sur toute la question de l'aménagement et de la présence des lieux de culte dans l'espace urbain et de la cohabitation. Et donc, c'est un enjeu important sur lequel on réfléchit. On doit voir comment on va traiter ça. En conclusion, on peut dire qu'on agit on essaie d'agir de façon intégrée en développement social et en relation interculturelle. Et pour faire ça, c'est de renforcer notre pouvoir d'influence et notre capacité de mobilisation pour des interventions plus efficientes auprès des citoyens et des communautés. Alors voilà, ça complète le portrait de la direction de la diversité sociale. Je ne l'ai pas tout dit, mais ça donne un rapide aperçu de ce que c'est.